Quelques mois à peine après l'incroyable succès d'Apollo 11, vous savez, toute cette histoire d'un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, la NASA a envoyé une autre mission sur la Lune. Mais les choses se sont avérées plutôt périlleuses lors du lancement d'Apollo 12, qui a eu lieu en novembre 1969. Toujours porté par le triomphe du premier alunissage, la NASA a décidé de repousser les limites de l'exploration lunaire avec la mission Apollo 12, prévoyant d'atterrir sur l'océan des tempêtes, la plus grande tache sombre observable sur la Lune. Pour le premier alunissage, on avait opté pour la mer de la Tranquillité, car c'est un endroit relativement plat et uniforme. Cette fois-ci, l'objectif était de faire atterrir la navette spatiale avec encore plus de précision. Le commandant, Pete Conrad, et le pilote du module d'atterrissage, Al Bean, devaient en passer encore plus de temps à la surface de la Lune, avec 2 excursions de prévues. Il leur aurait même été possible de transmettre les premières images couleur de la Lune à nos téléviseurs. Le 14 novembre, l'équipage s'est embarqué à bord de l'imposante fusée Saturn V en Floride, pendant que le directeur de vol prenait sa place au centre de contrôle de mission de Houston. C'était la première fois qu'il dirigeait une mission, et il n'était guère préparé aux événements dramatiques qui allaient bientôt se dérouler. Près du site de lancement s'étaient produits quelques orages, de sorte que le sol était un peu détrempé et le ciel nuageux. À 11h22, l'énorme fusée blanche a commencé à décoller de la plateforme et à s'élever dans le ciel. Conrad et son équipe trépignaient d'excitation. Mais seulement 36 secondes après le décollage, quelque chose a mal tourné. Il y a eu un éclair et le courant de la fusée a été brutalement coupé. C'était proprement terrifiant, et toutes les alarmes ont commencé à retentir. L'équipage d'Apollo 12 était perplexe. Il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Mais après quelques investigations, ils ont découvert que la fusée avait été frappée non pas une, mais 2 fois par la foudre. La bonne nouvelle, c'est que la conception de la fusée lui permettait de poursuivre sa mission malgré ce contretemps. Même s'il semblait se trouver dans une situation critique, l'ordinateur de guidage Saturn V était complètement opérationnel et est parvenu à maintenir la fusée sur le bon cap. Ils sont rapidement entrés en orbite et se sont écriés « en route vers la Lune ». 4 jours plus tard, Conrad et Bean ont réalisé un atterrissage parfait à quelques mètres de leur cible, la sonde Surveyor 3. Conrad était si excité à l'idée d'explorer la surface lunaire qu'il ne pouvait attendre de sortir. Toute l'équipe de la NASA derrière cette mission craignait que le public ait perdu tout intérêt pour le programme après Apollo 11. Mais ils avaient un plan. La première retransmission télévisée, en couleur, de la surface lunaire. 2 entreprises avaient été chargées de diffuser la mission en direct. À l'époque, c'était important, car 2 grandes chaînes se joignant à l'effort signifiaient qu'ils pouvaient atteindre des millions de personnes. Cependant, même si la NASA s'était concentrée sur la télévision comme moyen de communiquer avec le public, les astronautes n'avaient pas vraiment été formés à l'utilisation d'une caméra. Lorsque Conrad a descendu l'échelle pour atteindre la surface, il a dû ouvrir un compartiment de stockage pour en extraire la caméra de télévision. Les images étaient un peu floues et ne montraient d'abord que ses jambes, mais ce n'était tout de même pas anodin. Au bout d'un moment, Bean a surgi à côté de son coéquipier, et ils ont tous 2 pris un moment pour s'immerger dans ce paysage insensé. Bean voulait s'assurer que tout le monde sur Terre puisse y participer, alors il a attrapé la caméra et tâché de l'installer sur son trépied. Mais oups, il l'a accidentellement pointée vers le soleil, et la majeure partie de l'écran s'est assombrie, à l'exception d'une tache blanche très lumineuse en haut. La faute a pas de chance. Je suppose, les astronautes et l'équipe de contrôle de mission ont eu beau essayer, ils n'ont pas été en mesure de réparer la caméra. Il semblait que ces capteurs étaient définitivement hors service. Heureusement, les chaînes de télévision avaient un plan B. Elles ont basculé vers un studio où 2 acteurs déguisés en astronautes ont rejoué la scène avec un réalisme saisissant. On a tout de même diffusé les vraies voix des astronautes, de sorte que le public a pu entendre tout ce qui se disait. L'histoire d'Apollo 12 ne s'est pas achevée une fois que les astronautes ont regagné la Terre en toute sécurité. En septembre 2002, un étrange objet spatial a été remarqué par les astronautes. Il orbitait autour de notre planète d'une manière inhabituelle. Ce qu'ils ignoraient, c'est que l'objet mystérieux était lié à la mission Apollo 12. Les scientifiques ont d'abord cru qu'il s'agissait d'un astéroïde. Ils ont été surpris par cette découverte car ils pensaient que la Lune était alors le seul objet naturel en orbite autour de la Terre.
Mais cet objet était tout sauf un astéroïde. Il était en fait fabriqué par l'homme. Il s'avère qu'il s'agissait de la fusée de lancement d'Apollo 12 qui avait propulsé les astronautes sur la Lune. Elle avait quitté la Terre en 1969 pour revenir 30 ans plus tard. Que pensez-vous qu'il lui soit arrivé pendant tout ce temps? Baptisée Saturno 5T, la fusée avait 3 étages, chacun remplissant une fonction spécifique afin d'amener les astronautes sur la Lune. Le premier étage brûlait pendant 2 minutes et demie, les élevant à 67 km au-dessus de la surface terrestre. Le deuxième étage prenait ensuite le relais pendant 6 minutes, les propulsant toujours plus vite et plus haut. Enfin, le troisième étage fournissait une brève combustion, permettant de placer le vaisseau spatial en orbite. Une fois cela accompli, il enclenchait une nouvelle combustion pour envoyer la fusée et son équipage vers la Lune. Après quoi, ce troisième étage était censé être largué en toute sécurité. Du moins, c'est ce que tout le monde escomptait. Cependant, lors de la mission Apollo 12, les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu au moment du largage. Pour se débarrasser du troisième étage d'Apollo 12, la NASA a dû le programmer pour qu'il suive une trajectoire spécifique afin de rencontrer la Lune. Mais leurs calculs initiaux auraient dirigé le troisième étage de la fusée du mauvais côté. Ils ont donc dû ajuster son angle et sa vitesse. Heureusement, le troisième étage disposait de petits propulseurs pour l'aider à se retourner, bien que les spécialistes aient dû ajuster leur plan. Cela n'a pas gaspillé trop d'énergie puisqu'ils s'y sont pris assez tôt. Quand est venu le moment de laisser partir cette troisième partie de la fusée, l'équipage atteignait déjà une vitesse record. Pour s'assurer que cette section termine au bon endroit, ils ont juste eu à la ralentir un peu. Facile, pourrait-on se dire. Pourtant, une fois de plus, les choses ne se sont pas exactement passées comme prévu. En réalité, le système de suivi de la NASA a connu quelques avaries lorsqu'ils ont lancé cette fusée. Il se trouve que le système était déréglé, ce qui les a amenés à ralentir excessivement l'engin d'environ 40 km/h. Cette petite erreur a fini par affecter sa trajectoire initiale. À un moment donné, elle a fini par atteindre le point de Lagrange L1, qui est un point donné dans l'espace où les forces gravitationnelles de la Terre et du Soleil s'équilibrent. Le plan pour cette troisième partie de la fusée était de l'envoyer sur une trajectoire par-delà notre planète et de la laisser orbiter autour du Soleil. Ça aurait été notre pari le plus sûr, garantissant qu'elle n'affecterait pas les futures missions vers la Lune en percutant accidentellement d'autres engins spatiaux. Mais en raison d'erreurs de calcul, ce moteur malchanceux a tout de même fini par voyager autour du Soleil, mais selon un motif improbable, à l'intérieur de l'orbite même de la Terre, autour de son étoile. Il a fallu plus de 30 ans pour que cet objet inhabituel soit ramené dans l'orbite de notre planète, en la croisant à nouveau au point de Lagrange L1. Une fois ce point atteint, il a commencé à tourner autour de la Terre, en suivant une trajectoire très inhabituelle. Pour finalement identifier la fusée, les scientifiques ont effectué une spectroscopie. Cette technique leur a permis d'identifier le type de matériaux contenus dans l'objet. En bref, ils ont été capables de déterminer la composition de la fusée en étudiant la façon dont elle réfléchissait la lumière. Et il ne leur a pas fallu longtemps avant de réaliser que ce qu'ils observaient était un type spécifique de peinture blanche utilisée pour recouvrir les fusées de la NASA.